écouter tous les épisodes du podcast, rendez-vous sur Spotify ou YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Entretien Paysager Annick. Ce sont les pros de la plate-bande. Que ce soit pour l'ouverture, l'entretien, le rajeunissement ou la fermeture de vos plates-bandes, Annick et son équipe offrent un service impeccable autant pour le résidentiel que le commercial. Elle prend soin de chaque détail, est à l'écoute de vos besoins et vous propose des services personnalisés comme la plantation de végétaux et la location de pots de fleurs annuels. Bref, si tu veux travailler sa coche, t'appelles Annick. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je me présente, Marie-André Lausier, propriétaire de Float Location de Paddleboard et Lausier Gestion de communauté. Alors aujourd'hui, je reçois Alexandre Tout-le-Monde, cofondateur de l'application La Main Verte, application et balado, on en reparlera un petit peu plus tard, et Émilie Windsor, copropriétaire de la bleuetière Le Champ Bleu. Bienvenue. Je suis contente de vous recevoir. Merci de nous recevoir. Oui. Donc, si vous alors on en a parlé avant, mais s'il y a des gens c'est le premier podcast qui nous écoutent, en fait, pour la première fois, l'objectif du podcast, c'est de parler de votre parcours entrepreneurial, de parler de votre entreprise, de vos entreprises respectives, bien évidemment. Mais ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est comment vous en êtes arrivé là. Donc, vraiment, votre parcours entrepreneurial. Qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres, si vous en avez? Hein? Parce qu'on sait que le côté entrepreneurial, des fois, laisse peu place au temps libre, mais on s'intéresse aussi à votre vie au quotidien. Donc, voici un petit peu là, le concept du podcast. Alors, on part ça. Vous êtes prêts? Yeah! Good! Je suis tout énervée. Et je voudrais, en partant, m'excuser de vous faire rater une si belle fin de journée. Mais bon, il va en avoir d'autres, hein, c'est juste le début. Fait que c'est ça. Au moins, c'est pas une partie des Canadiens de Montréal. Ah bon? Oh! Alors, on a une fan ici. Même pas. Ça, non, même pas. Vu que c'est des séries, je fais juste une blague d'actualité. Ouais, mais des fois, on n'écoute pas le hockey dans la vie, mais quand c'est les séries, on l'écoute. C'est ça. Toi, t'écoutes, Alexandre, est-ce que t'écoutes le hockey religieusement? Ben, j'ai beaucoup joué au hockey, mais peu regardé. C'était d'ailleurs une de mes thèses de ma première entreprise. Oh, alors on va clairement y revenir, ça c'est certain. Donc, clairement que les gens ont entendu l'application La Main Verte. Il y en a peut-être qui se... Moi, je connaissais le pouce vert, mais pas La Main Verte comme expression. Donc, c'est quoi comme application? Dans le fond, j'ai fait un peu de recherche, puis je ne vais pas spoiler les informations. Moi, je le sais un peu plus, mais si tu veux expliquer aux gens qui nous écoutent, en fait, c'est quoi l'application et le balado La Main Verte? C'est drôle, tu me laisses pas le choix de la galanterie, mais j'aurais bien passé la main à Émilie, mais je vais le faire quand même. C'est drôle parce que la main verte, en fait, c'est l'expression française du pouce vert. Donc, OK. Si on dit est-ce que tu as la main verte en France, ça veut dire la même chose que est-ce que tu as le pouce vert. Donc, si on leur demande est-ce que vous avez le pouce vert, ils vont pas comprendre. OK, parfait. Non plus. Ceci étant dit, depuis que j'ai nommé l'entreprise comme ça, j'ai quand même trouvé plusieurs occurrences du mot la main verte dans la presse québécoise ces 20 dernières années. Fait que je me rassure que l'expression existait, on va peut-être la raviver un petit peu. Fait que c'est ça, ça veut dire juste avoir le pouce vert. Parfait. Puis, qu'est-ce que fait concrètement cette application-là? En fait, parce que, comme je disais, c'est une application et un balado. Donc, c'est un assistant, de ce que j'ai lu, en fait, c'est un assistant pour les gens qui veulent se faire un potager québécois, mais c'est pas mal plus que ça, là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus c'est quoi? L'entreprise, elle est vraiment jeune, donc c'est avant tout une mission. OK. Puis ma première entreprise, je l'ai créée en 2009, elle existe toujours. Puis c'était à peu près le même thème, c'était mettre la technologie au service d'une cause. En l'occurrence, en 2009, c'était rendre le hockey plus accessible. OK. C'est parti à Vancouver. Et donc 14 ans plus tard, 16 ans plus tard, pardon. Le temps passe vite. Oui, c'est ça. J'avais Des fois, oublié mes maths sur la route. 16 ans plus tard, l'application et l'entreprise existent toujours. Et donc, entre guillemets, pas ma spécialité, mais mon unique moyen, j'ai eu l'impression de créer de la valeur quand j'ai trouvé une mission, c'est utiliser à fond ce que fait bien la technologie. On pourra en reparler.
Mais en l'occurrence, dans le cas de la main verte, c'est démocratiser l'accès à la production individuelle que permet son potager, son verger. Et c'est pour ça qu'on a un lien quand même, parce que... OK, vous avez un projet commun? Émilie, elle fait des bleuets et d'autres projets qui arrivent. Et elle est bourrée de connaissances. À chaque fois, quand on arrive à Saint-Adrien, on l'a proposé de venir, puis on demande discrètement comment je peux tailler mes bleuets. Mais on reste des bons clients de sa bleuetière. Mais bref, c'est vraiment l'assistant des potagers québécois. Puis plus tard, on va agrandir le spectre au verger, voire même à la conservation, pour qu'entre guillemets, il n'y ait plus de prétexte à ne pas vouloir ou pouvoir réussir son potager. Puis, je vais vous donner une anecdote très personnelle que j'ai jamais donnée, mais qui m'inspire beaucoup. On a eu un enfant qui est né à Saint-Adrien il y a 11 mois. Et le suivi qu'on a eu par les sages-femmes, il était exceptionnel. Je vais me dire pourquoi il me parle de ça maintenant. Mais vraiment, la moindre question sur l'allaitement, sur l'accouchement à la maison par rapport à la maison de naissance, par rapport à l'hôpital, les ressources que le gouvernement nous fournisse sont exceptionnelles. Je pense quand on choisit notamment la maison de naissance comme accompagnement, qu'on a la chance d'avoir une place. Ouais. Puis là, c'est vraiment une preuve que le gouvernement, il a choisi ce sujet, il y met les moyens pour venir soulager les peurs, soulager les manques de connaissances. Et on a eu notre enfant à la maison, en pleine sérénité, au milieu de la campagne, au milieu d'un rang, parce que je ne suis même pas dans le village, on est dans un rang OK, en plus. à 6 km du village. Là. Et j'ai une profonde reconnaissance envers le gouvernement d'avoir fourni ces ressources-là. Par contre, quand il arrive, il veut réussir sa culture d'ail, ses arbres fruitiers ou autres, là, c'est on n'est pas à la même place. C'est comme un peu le néant. Donc, nous, on a créé ce projet-là pour venir pallier à cette carence de connaissances ou de forme, parce qu'il y en a pour qui c'est lire un livre qui est compliqué, il y en a pour d'autres c'est acheter un livre, parce qu'un bon livre, il y en a qui font 80 pièces, ils sont un petit peu durs à digérer. Puis nous, on vient essayer d'innover avec une application et différentes formes pour aider chacun et chacune à faire son potager, puis se nourrir sainement, idéalement pour moindre coût. Donc, moi, exemple, cette application-là, est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce que les gens ils ont un frais? Comment ça fonctionne? Elle est gratuite jusqu'à 8 cultures. En vrai, il y a plein de subtilités parce qu'il y a plein de choses qui sont gratuites. Il y a un annuaire de variétés, jusqu'à 1800 variétés qui est gratuit. Donc, on y trouve beaucoup de choses gratuitement. C'est juste qu'à partir du moment où son potager s'agrandit, là, on propose $39 par an pour ce que nous, on estime être... Une autre métaphore qu'on a, c'est un agronome dans votre poche, à défaut de la sage-femme. Oui, c'est ça. Je suis associé à Pierre-Antoine Gilbert, qui est professeur en agriculture biologique à l'INAB, à Victoriaville, et aussi à Marie Thévard, récemment, qui a écrit le livre Le Jardin Vivrier. Donc, c'est un très beau livre québécois sur le thème de l'autosuffisance. Donc, on est comme 3 co-concepteurs à mettre nos connaissances ou nos compétences dans ce petit faisceau qui est l'application. Comment vous vous êtes rencontrés? Balado. Pierre-Antoine Gilbert, il a fait un balado qui s'appelait Une chance qu'on s'aime pendant la pandémie aussi. Là. Je pense qu'ils ont dû lancer en même temps que vous. Et moi, je cherchais à occuper mon temps. Je venais d'avoir notre premier enfant en 2020. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai écouté des balados parce que je venais d'emménager en région. Il y a aussi beaucoup de kilomètres à faire. C'est nouveau là, quand on arrive en région par rapport à la ville. On fait beaucoup de routes. Parce que toi, tu viens de Montréal. Montréal et avant Vancouver. Okay. Et avant la France. Et ça fait 16 ans que je suis au Canada. Et puis c'est ça, j'ai écouté leur balado pendant 2 ans. C'était un peu comme mon université sur le thème de l'agrologie, l'écologie, l'agronomie, tous ces différents sujets. Puis au bout d'un moment, je l'ai contacté, puis je lui ai proposé de partir une affaire ensemble. Puis Marie, elle est déjà ultra connue de par son livre. Mais elle s'est greffée de quelle façon dans ce projet-là? On l'a sollicité parce qu'elle incarnait des valeurs très complémentaires à ce qu'on faisait, notamment autour de la circularité des entrants pour son potager. Donc concrètement, c'est plutôt utiliser de la paille qui se décompose plutôt que d'acheter des poches de fertilisants. Elle est aussi née dans une ferme au Saguenay qui a 30 ans d'expérience en autosuffisance alimentaire. C'est une des fermes pilotes où ils ont été jusqu'à 90% d'autonomie alimentaire.
C'est assez extrême, c'est pas forcément ce qu'on veut comme finalité pour les gens qui téléchargent l'application, mais ça reste que c'est inspirant et qu'elle a appris beaucoup de choses, des méthodes et autres. Donc c'est aussi pour que son livre, sa personne, ses valeurs et ses connaissances soient discrètement retransmises dans l'application. Wow! C'est un super de beau projet. Moi, je vais juste dire à Alexandre que j'attends l'application qui dit tout sur l'accouchement et l'allaitement. Je me dis, si on n'a plus besoin de personne sauf notre application pour accoucher à la maison, ce serait parfait aussi. Pendant un an ou deux, là, c'est vrai que moi, j'ai toujours le réflexe d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes. Et avant que je trouve cette vocation, puis je suis vraiment reconnaissant de la région de m'avoir offert autant d'énergie, d'inspiration. C'est un sujet qui est pris au sérieux dans notre MRC. Oui, vraiment. Il y a des forums extraordinaires, il y a plein de gens inspirants et t'en fais partie, Émilie. Mais avant, c'est vrai que j'étais là dans l'application où si tu as un problème d'allaitement, tu es capable d'appeler puis de dire rendez-vous la semaine prochaine. Non, mais là, le bébé, il mange pas. Là, c'est ça, on peut pas attendre. C'est dans 3 heures. Là, oui, c'est ça. Moi, je vous dis, le Uber. Bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là, c'est bizarre. Mais on vient de tout un nouveau plan d'affaires. Il y a quelque chose, là. Puis toi, de ton côté, en fait, tu as pris une relève, tu as repris la relève en 2021 de la Bleuetière. Oui. Est-ce que toi, tu es native de Saint-Adrien? Non, de Sherbrooke. OK, toi, tu es native de Sherbrooke. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans le coin de Saint-Adrien? Comment ça s'est passé, ton arrivée à Saint-Adrien? Oui, c'est vraiment la Bleuetière qui nous a apporté, qui nous a amenés à Saint-Adrien. On était en pleine pandémie. Moi, j'ai eu 2 enfants collés, donc mes 2 congés de maternité collés de suite. Puis je m'imaginais pas vouloir retourner à un emploi à 35-40 heures semaine après avoir eu mes enfants. Donc, on a fait appel à l'artère. Donc, pour une année, on a loué une bleuetière à Compton. C'est là qu'ils avaient trouvé un jumelage, mais la bleuetière n'était pas à vendre parce que la maison des propriétaires était sur le même site puis ils désiraient demeurer dans leur maison. Puis faire de la route pour faire de l'agriculture, ça ne fait pas de sens. Non, surtout avec des enfants de 2 ans et 6 mois. Oh boy! Fait que ça, c'était un temps où est-ce qu'on avait beaucoup d'énergie. Puis ensuite, après cet été-là, on voulait trouver une entreprise agricole. On cherchait aussi très activement une maison, puis c'était le temps où est-ce qu'on n'avait plus le droit de visiter, puis que tout était en flambée et en surenchère. Ouais. Donc, on a fait le tour d'énormément de villages autour de Sherbrooke. Je ne sais pas si Saint-Adrien est encore considéré autour de Sherbrooke, mais on était rendu à ce périmètre-là. Tabarouette, OK, ouais, c'est ça. Vous avez viré large. Oui, c'est ça. Mais on a atterri devant la bleuetière qu'on avait entendue qui était à vendre. Puis c'est vraiment une belle place, là. On a vraiment été charmés par la place. Puis la propriétaire qui l'avait dans le temps est sortie de chez elle au moment où est-ce qu'on regardait peut-être pour dire « Ah, vous venez voir notre bleuetière à vendre! » Fait que ça a été comme un clic immédiat. OK. Fait que c'est ça qui a fait qu'on a déménagé à Saint-Adrien en même temps d'acheter la bleuetière. Wow! C'est tout qu'un addon. Ouais. Il était rendu temps aussi, là. Oui, c'est ça. Ça t'en est de virer, là. Ouais. Puis là, moi, ça m'a fait capoter de savoir un peu ton parcours au niveau de tes études, etc. Je me disais, mon Dieu, comment tu t'es ramassé à être propriétaire d'une bleuetière, copropriétaire? Tu étudies en génie mécanique biomédical à Ottawa. Ouais. J'ai toujours été un petit peu fonceuse. Puis en finissant le secondaire 5, en finissant le secondaire 5, tout le monde allait au cégep au Québec. Puis moi, je me disais, ça me tente tellement pas le système de cotaire. Puis il y avait des présentations, on était au secondaire, il y avait des présentations au cégep pour choisir qu'est-ce qu'on allait faire. Ouais. Puis l'Université d'Ottawa offrait une conférence à laquelle j'étais la seule qui m'était présentée. Puis il disait qu'en faisant quelques cours d'appoint pendant l'été, qu'on pouvait rentrer directement à l'université. OK. Fait que là, entre mon secondaire 5 puis ma première année universitaire, j'ai fait 2 cours de maths comme pour me mettre à niveau avec la 12e année de l'Ontario. Puis pour être honnête, j'avais juste vraiment envie de ne pas faire mon cégep. Puis d'aller à Ottawa, j'avais aussi envie de déménager de chez mes parents. Allô, maman. C'est ça. On les salue. Oui, c'est ça. Puis donc, j'ai pris leur pamphlet puis j'ai regardé les programmes qui étaient disponibles. Je suis quelqu'un qui aime travailler au service des gens, mais dans ce temps-là, on avait des conseillers qui faisaient faire des tests. Je cadrais plus dans le profil sciences, mathématiques, ingénierie. Okay. Fait que là, je m'étais dit, ingénierie mécanique biomédicale, ça peut travailler dans un hôpital. Donc, ça venait comme rejoindre mes valeurs. Puis,
ce dans quoi j'étais naturellement mon profil. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le génie mécanique biomédical. Puis après, j'ai adoré mes études, mais je me voyais pas travailler dans un bureau d'ingénieur là, après mes études. Ça, okay. Fait que j'ai comme fait le trip d'études. Puis après ça, je suis partie travailler à l'étranger pour une organisation à but non lucratif qui faisait des voyages guidés pour toucher des thèmes avec des jeunes adultes qui sont importants de parler, comme la solidarité, l'environnement, la justice sociale, le privilège, des choses comme ça. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an, où est-ce que j'ai rencontré mon conjoint actuel. Tu l'as rencontré dans ce programme-là, en fait? Non, je l'ai juste rencontré en voyage. Wow! C'est bien hot! Là, ça sort de l'entrepreneuriat, mais... c'est parfait, c'est correct. Mais tout ça nous a amené, en tout cas, il y a eu une phase de transition à être au Québec avec 2 enfants puis une entreprise. Tabarouette, OK. Puis c'est où tu as fait tes voyages comme ça? C'était Pérou, Bolivie, Chili, en Amérique du Sud. Ça, c'est en quelle année, à peu près, que tu as fait ces voyages? De 2016 à 2016 puis 2017. C'est comme pas mal. Tu as fini, mettons, tes études, puis je suis partie tout de suite. J'ai fait un été que j'étais guide pour 2 voyages de 6 semaines, puis après ça, il y avait un poste de coordination pour les voyages qui se faisaient dans cette région-là. Fait que j'ai fait le poste de coordination pendant 1 an avant de revenir. OK. C'est ça. Fait que c'est ça qui t'a amené à Saint-Adrien. Tout ça jusqu'à Saint-Adrien. Mais toi aussi, t'es parti de loin, là, quand même. Ouais. T'as viré plus... Ton rayon était un peu plus grand. Un petit peu plus grand. Départ de France, après Vancouver, 8 ans. Toi, t'es étudié en France? Oui. T'es étudié en quoi? C'était une école d'entrepreneuriat. OK. Et c'était assez nouveau. C'est le gouvernement qui a financé ça, donc ça m'a pas coûté grand-chose. À l'inverse de mon frère, mon père était très fier de moi. L'école gratuite. Mais ce qui faisait le pari de mixer un diplôme d'ingénieur et un diplôme d'école de commerce. Donc, normalement, c'est 3 ans et 3 ans. Puis nous, on avait un cursus combiné en 5 ans. Okay. Qui s'appelait l'Institut d'entrepreneuriat et de management, l'ITEM. Puis voilà. Et toi, tu étudiais là-dedans. C'est après ça que tu t'es envenu... En fait, il fallait faire une 4e année à l'étranger pour notamment apprendre une langue étrangère. Donc, faut penser qu'on est en France. Donc, il y avait les petits malins qui allaient en Belgique parce que c'était juste à côté, on parlait français. Et, ça comptait? Il y avait le droit? Non, justement. OK. Et après, il y avait les autres petits malins qui voulaient essayer le Québec. Ça ne marchait pas. Donc, moi, j'ai choisi Vancouver, l'Ouest canadien, parce que j'ai trouvé une job là dans une agence créative. Et j'adorais le hockey sur glace. Je joue depuis que j'ai 9 ans. Il faut savoir qu'en France, il y a moins de arénas en France qu'il y en a à Montréal. Oh! Il y en a juste une centaine. Enfin, qu'on parle vraiment d'un sport qui n'est pas du tout populaire. Donc, je voulais retrouver mon pays de cœur pour retrouver mon sport de cœur. Et je parlais très mal anglais. Donc, j'ai été pris dans une agence qui, initialement, m'avait refusé parce qu'ils ont dit que je n'avais pas assez de compétences en graphisme, etc. Et pas assez de compétences en anglais. Mais j'ai dit oui, mais j'ai été élu meilleur joueur de mon équipe de hockey sur glace. Donc, j'ai envoyé la photo où j'avais 9 ans avec la coupe comme ça. Et ils m'ont répondu « OK, you got the job ». Oh oui, mon Dieu! Hey. Parce c'était tous des mordus de hockey. Et en arrivant, à peine 6 mois plus tard, j'ai créé mon entreprise dans le hockey sur glace qui est encore vivante. Donc, j'ai joué plus de 1000 matchs au Canada. Comment ça s'appelait le site? En fait, ça s'appelait Hockey Community. OK. Ça, c'est encore en vigueur. C'est le plus grand réseau social de joueurs de hockey du Canada, mais aussi du monde, puisqu'on opérait dans 50 pays, comme 150 000 membres. Et la vocation de cette plateforme, c'est que les gens jouent plus au hockey. Et c'est là qu'il y avait un peu un choc culturel, parce que nous, en Europe, on n'a pas l'occasion de regarder tant que ça le hockey, avec le décalage horaire, le niveau qui n'est pas aussi bon que ce qu'on voit dans... le hockey en Amérique du Nord. Et donc moi, mon ADN, c'était autour de la santé et du sport, le lien social, etc. Mais au fur et à mesure qu'on a recruté du monde à faire ce projet-là au Canada, eux, leur ADN, c'était regarder le hockey. Puis c'était un vrai clash culturel, parce que moi, je voulais que quand on aille sur l'application, la finalité, ça soit de pouvoir jouer au hockey. Ouais, c'est ça. Ce soir, dans ton budget, si tu n'as pas de voiture, quelqu'un vient te chercher. Si tu n'as pas d'équipement, on vient t'en offrir. Et casser toutes les barrières à l'accessibilité du sport.
Et c'est pour ça que ton... OK. Puis après ça, là, tu as fait ça. Puis après ça, tu t'es emmené à Montréal, chez Decathlon. C'est plus nuancé que ça. En fait, Decathlon, qui est une entreprise, une bannière sportive qui fait de l'équipement. Que pas mal tout le monde connaît aujourd'hui, quand même. Il y en a un peu partout. Il y a 2000 magasins dans le monde. Il y en a juste 10, dont Trois-Rivières, qui vient d'ouvrir il y a 2 semaines au Québec. J'ai vu ça passer. C'était le 10e. Et en fait, Decathlon est né dans ma ville natale, en 1976. Donc, pour ta ville natale qui est? Qui est Lille, dans le nord de la France, enfin Villeneuve-d'Ascq pour être exact. Et donc là d'où on vient, mon école d'ingénieur, un tiers de l'école est recruté par cette grande multinationale locale. Il y a 25 000 employés juste dans cette ville-là. Wow. Puis 100 000 ailleurs dans le monde. Et donc, en fait, Decathlon vivait une sorte de crise existentielle par rapport à l'arrivée de la technologie dans leur industrie. Qu'est-ce qui va définir la mission de rendre accessible le sport une fois que la technologie sera omniprésente dans la société? Puis, on s'entend qu'il était tard pour se réveiller de ça. Parce que là, on est en 2010 et quelques. Et ils nous ont approchés en disant, tiens, le projet que vous menez à faire un réseau social qui essaie de casser les barrières pour accéder au sport. Donc, on parle de la rencontre, on parle de l'équipement, on parle du prix, on parle de l'information, quel match se passe quand. C'est probablement intéressant parce qu'eux essayaient de résoudre ce problème d'accessibilité au sport à travers l'équipement. Son prix, le magasin pas loin, sa fonction, parce que des fois, il y a de l'équipement où on innove. Par exemple, ils ont inventé le masque intégral pour aller faire de la plongée sous-marine en surface. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi, là. Ça s'appelle des Brave, ouais. Et ça a été inventé pour réduire la peur qu'on a quand on veut faire la plongée. Parce que la peur de suffoquer, c'était bien réel chez beaucoup de monde, etc. Ouais. Bref, ils avaient maîtrisé l'art de rendre le sport plus accessible à travers bien des critères, mais pas ceux qui passent par la technologie. Nous, on faisait exactement l'inverse. Et donc, comme moi, j'avais étudié dans la ville où Decathlon a été fondé, on a toujours des amis d'amis. Et en fait, en 2012, Decathlon est devenu un investisseur de notre start-up à Vancouver. Donc, la première fois que Decathlon a mis un pied sur le continent, pas le continent nord-amérique, mais le pays du Canada, c'était pour nous rencontrer et mettre de l'argent dans notre entreprise. Et en 2016, ils ont choisi de acquérir l'entreprise complètement en me demandant notamment de lancer Decathlon au Canada. Donc là, on a créé une équipe de 5 personnes pour lancer la bannière. Donc juste après, je me suis retrouvé à passer de côte ouest à côte est pour lancer la bannière Decathlon 2.0. Et on a fait ça de 2016 à 2020, donc Covid, où là, moi j'ai eu ma fille, donc c'est un changement que je voulais acquiescer, parce qu'on a quand même travaillé fort pour lancer la bannière au Canada. C'est sûr que ça doit avoir été beaucoup de travail. Puis c'était aussi le thème de l'écologie, ma fille qui arrive. C'est ça, j'avais envie de réouvrir un sujet famille et écologique, donc on est arrivé à Saint-Adrien. Pour moi, c'était quitter Decathlon. Mais c'est ça, le lien, il est là. C'est que Hockey Community, ma première start-up, a été rachetée par Decathlon. OK, c'est ça le lien entre les deux. Full disclosure, j'ai racheté en partant parce que je voulais absolument la pérenniser. Et à l'époque du Covid, les budgets étaient tellement en train d'être tronqués dans tous les sens, dans tout ce qui n'était pas cœur. Donc il y avait un risque que cette entreprise allait mourir parce qu'elle n'était pas prioritaire à la stratégie mondiale de Decathlon. Mais donc je l'ai récupéré et puis on l'a pérennisé à travers ça. Wow. On a-tu le droit de poser des questions? Ben oui, absolument. Je me suis étouffée en même temps. Et puis c'est pour vrai, ça valait 100$. À part arrêter parce que c'était étouffé que ça gorgeait dedans. Comment vous l'avez pérennisé? Là, est-ce que c'est encore toi qui dois avoir un œil sur l'application ou il y a une structure en place qui fait que tu es confiant qu'elle dure des années puis que tu n'es plus impliqué? Je repartirai en 2010 parce que c'était une époque où l'entrepreneuriat et la perception de l'entrepreneuriat technologique a été profondément biaisée par les grands succès de l'époque. Donc 2010, c'est Facebook, c'est Dropbox, c'est tous les c'est social network au sens large. Ouais. Donc nous, on a profité de ça au sens où c'était hyper sexy de lancer ce type de start-up, mais
J'ai adoré l'époque du Covid où quelqu'un que je connais bien, qui a un balado aussi, il a dit « fin de la récréation ». Au sens où toute ce décennie où les valorisations des entreprises étaient très fortes, où on pensait que tout le monde allait devenir milliardaire, des millions d'utilisateurs et autres, cette bulle a été percée et moi, je pense que j'en faisais partie et j'en ai profité. Au sens où nos valorisations étaient bonnes, notre image était bonne, mais en vrai, c'est que les modèles d'affaires de ces entreprises-là, ils n'étaient pas aussi lucratifs que ce qu'on pensait. Et nous, on s'est engouffrés, entre guillemets, dans un modèle social très fort. Et je pense qu'avec recul, j'aurais dû en faire une entreprise non lucrative. Parce que les valeurs étaient très fortes, tout comme elles sont très fortes pour la main verte. C'est rendre le monde plus écologique. C'est pas vraiment une apogée du capitalisme. Donc en fait, on a racheté l'entreprise avec les 3 premiers employés et on a fait une entreprise socio-financée par les membres. Mais on avait 15 ans à avoir investi des millions et à rien demander aux gens autre que leur offrir une application qui rendait le hockey accessible. Donc c'est ça, on a basculé en socio-financement. Mais c'est plus simple de faire ça 15 ans après que dès le départ, parce qu'on avait toute une assise technologique, sociale, etc. quoi. C'est une bonne question. Mais oui, vas-y. Moi, j'allais retourner... oui, vas-y. Parce que je suis vraiment reconnaissant genre d'entrepreneurs comme Émilie dans notre village, parce que quand on arrive en région, on se sent tellement bête d'avoir été d'avoir vécu 15 ans dans sa tête, parce que mine de rien, entre le fait que ça soit de la technologie, c'est immatériel, c'est informatique, donc c'est des lignes de code dans les nuages au sens propre. Et nous, quand on est arrivé en région, on a vraiment eu l'impression de rien connaître de la nature, du côté manuel. Tu tombais dans le mode terrain. Là. C'était terrible. Je me souviens de notre première rencontre il y a 5 ans, là, mais c'est juste comment tailler un bleuet, c'était une connaissance impossible. Et je trouve qu'il y a vraiment une grande reconnaissance à avoir envers ce type d'entreprise. Mais comme elle te l'a dit, c'est une fonceuse. Oui. Il y a d'autres chapitres à ton entreprise que tu prépares. Là. Oui, ben là, c'est drôle. Nos chemins vont se croiser, tu vas voir. C'est ça. C'est parfait. Alexandre a déjà tout prévu. Oui, c'est ça. On dirait que ça paraît dans son regard. C'était pas vraiment une question, mais dans le fond, on a acheté l'entreprise en 2021. Oui. Donc, on s'était donné l'été 2021 pour juste comprendre. Oui, c'est ça. Comprendre le fonctionnement de l'entreprise, la clientèle, ce qui est déjà là. Puis apprendre aussi sur être agriculteur. Là. Moi et mon conjoint, on ne vient pas de famille d'agriculteurs, ni de famille d'entrepreneurs. Donc, le monde de l'entrepreneuriat. Tout était nouveau. Oui. Et le monde de l'agriculture, c'était nouveau pour nous. Ce l'est encore. J'allais faire une petite parenthèse aussi que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est aussi similaire à la maternité-paternité dans le sens que c'est comme un idéal. Quand tu n'as pas d'enfants, tu dis « Ah, j'aimerais donc avoir des enfants. » Puis, je pense qu'on jouait avec l'idée d'avoir une entreprise. Mais une fois qu'on a une entreprise, c'est pas comme « Ah, tout d'un coup, on est entrepreneur puis ça s'arrête là. » C'est un cheminement qui continue. Dans lequel on apprend beaucoup. Ça finit jamais. Non, c'est ça. Comme j'imagine être parent. Effectivement. Je regarde mes parents qui viennent nous aider dans notre champ de bleuets et de framboises. Et on dit, c'est ça, être parent aussi, ça n'arrête jamais. Parent un jour, parent toujours. Oui, c'est ça qu'ils disent. Fait que oui, c'est un cheminement qu'on a commencé doucement en 2021, mais j'ai l'expression qui s'accélère ou qui prend de plus en plus de place dans notre vie, dans le sens de l'entrepreneuriat concret. Pas nécessairement juste les travaux dans le champ, parce que ça depuis 2021, ça prend toujours beaucoup de place dans nos vies. Mais ça, en fait, c'est même si les gens profitent de la bleuetière, c'est saisonnier. Là, je veux dire, les gens qui vont cueillir des bleuets, c'est l'été. Ouais. Mais vous autres, c'est tout le temps. Je veux dire, l'hiver, il y a des trucs à faire aussi. C'est comme c'est en continu. Ouais. C'est sûr que c'est pas aussi fort qu'en saison estivale, mais quand même, il doit y avoir plein d'affaires à faire quand même.
Oui, ben je dirais que d'avril à fin septembre, on court, là. C'est notre... Des poules pas de tête, pour utiliser une bonne expression québécoise. Oui, on essaie de plus en plus d'avoir une tête bien centrée alors qu'on court pour faire toutes nos tâches puis essayer de les faire les mieux possible. Puis l'hiver, je pense que si on était en mode fin de carrière ou qu'on voulait juste garder la stabilité, on pourrait prendre l'hiver tranquille. Ça diminue déjà beaucoup pour nous, puis on a 2 autres emplois, c'est chacun pour compléter l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, l'hiver, présentement, on le prend beaucoup pour planifier, pour apprendre. On a des projets d'agrandissement, donc pour essayer de se former le mieux possible puis de prendre des choix éclairés parce qu'on sait qu'en saison, nos choix sont de moins en moins éclairés avec les journées qui se rallongent. C'est ça, c'est des grosses journées. Là. Oui, c'est ça. Des fois, tu essaies juste un peu de te sortir la tête de l'eau. Là. C'est comme, OK, on fait ce qui est important puis on roule ça, mais effectivement, on peut se poser un peu plus l'hiver puis nouveau stratégie. Mais là, puis en plus, puis est-ce que tu disais, tu n'étais pas entrepreneur, tu n'étais pas dans l'agriculture non plus. Est-ce que dans ta tête, c'est quelque chose que tu gardais un peu à l'esprit, que tu voudrais un jour te partir en affaires? Ça a popé comme ça à un moment donné? Non, je pense que ça a toujours été... on a tout le monde un peu, je pense, des modes de vie qui nous ressemblent. Je suis pas routinière. Fait que, tu sais, un emploi à 35 heures... Puis je suis quelqu'un qui aime l'innovation, qui aime réfléchir à l'extérieur du cadre, qui essaie de trouver les meilleures solutions possibles. Fait que c'est sûr que dans un emploi, disons dans une firme d'ingénierie, où est-ce qu'il y a des tâches très ciblées données, c'était peut-être pas ce que je cherchais à faire. Il y a peut-être un emploi qui serait apparu puis ça aurait été ça, mais là, c'est pas ça le cas. Puis notre motivation d'entreprise agricole est vraiment venue de vouloir une flexibilité puis être présent avec nos enfants. Pour être honnête, on avait c'était un peu idéaliste de penser qu'on allait pouvoir travailler dans les champs et les enfants gambader. Comme dans les films. Oui, c'est ça. Finalement, il faut aller dans le champ, puis 2 minutes après, « Maman, il m'a poussé! » Ouais, c'est ça. Gambade, il tombe, il faut les relever. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas exactement comme on pensait quand on l'a acheté, mais on est content d'avoir l'entreprise puis de continuer de cheminer avec. Mais si je peux me permettre, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est l'équilibre qui s'installe, du moins en région, entre des entrepreneurs comme Émilie et nous, parce que moi, par exemple, en passant la journée devant l'écran, pouvoir aller à la bleuetière, c'est absolument incroyable. Mais à l'inverse, une bleuetière, elle a besoin de se faire connaître en ligne. Et là, on est en train de découvrir un peu les joies de créer de la complémentarité entre les traits de personnalité. Je disais à Émilie sur la route que nous, on souffre un peu d'un manque de visage, d'humanité. Ouais. Parce qu'une application, c'est froid. Et eux, c'est presque l'inverse. C'est que c'est pas trop humain, mais ils n'ont pas les mécanismes pour se faire connaître en ligne que nous, on a. Et nous, on n'a pas les mécanismes pour se faire connaître en tant que personne souriante, chaleureuse, que eux ont. Non, c'est ça. Puis au fur et ou l'automatisation, ou des choses comme ça. Puis au fur et à mesure qu'on discute, on se rend compte et il y a vraiment beaucoup à apprendre de l'un l'autre. Plus, tu disais tantôt que ça faisait 5 ans, je pense, que vous vous connaissiez. Vous êtes rencontrés de quelle façon? C'est pas... Saint-Adrien. On faisait une marche, on s'est croisés. Mais n'empêche que la fibre entrepreneuriale, on la sent quand même. Là. Je peux pas croire que tu n'étais pas entrepreneur de gène presque. Parce qu'on on sent le voyage. Qui dit voyage dit vie entrepreneuriale en général. Et moi, j'adore les entrepreneurs. Tu sais, c'est comme par défaut un aimant avec les entrepreneurs de village, avec l'épicerie, le comptoir Saint-Vrac. C'est un plaisir aussi. Juste réinventer un peu son monde, c'est... Puis moi, je dirais par rapport à notre cheminement entrepreneurial que quand on l'a acheté, c'était comme si avoir une entreprise, c'était suffisant, puis qu'on imaginait que tant qu'on était capable de vendre un produit, c'était aussi suffisant. Puis il y a un cheminement, une réflexion. L'objectif premier de notre entreprise, c'est d'offrir des fruits de qualité à notre clientèle à un bon prix, à un prix raisonnable. Puis ça, on le garde comme objectif puis comme mission, mais il y a aussi un cheminement entrepreneurial de dire comment est-ce que soit on peut s'alléger la tâche, soit on peut
trouver d'autres services, vendre. Comment est-ce qu'on peut optimiser notre modèle d'affaires pour qu'on continue d'être capable de vendre des fruits de qualité à bon prix? Parce que c'est ça qui... Tu sais, nous autres, on est à Saint-Adrien. On n'est pas en banlieue de Sherbrooke ou de Montréal. Non, c'est ça. Fait que, puis on voudrait pas... On est vraiment heureux d'avoir des clientèles qui peuvent se permettre de venir faire leurs réserves pour l'hiver puis que ça leur coûte pas un bras. Puis du monde qui sortent puis disent « Ah, on est bien ici, puis les bleuets sont bons. » C'est ça qu'on veut. On voudrait pas couper notre clientèle en deux parce qu'on augmente les prix de double. Fait dans notre cheminement entrepreneurial, c'est là que, aussi récemment, moi puis Alexandre, on se parle de plus en plus de nos entreprises respectives parce qu'il y a une certaine optimisation qu'on peut faire pour nous alléger la tâche, aller chercher peut-être plus de clientèle. À date, on se fie sur le bouche à oreille. Puis pour de vrai, pour l'instant, c'est vraiment... Il y a du monde qui me dit « C'est-tu un bijou caché? » Parce que c'est vraiment beau. Puis c'est plate à dire, mais notre visibilité dans les réseaux sociaux représente vraiment pas notre entreprise. OK. Tu sais, si on va sur notre page Facebook, c'est vraiment moche, standard. On donne l'information de base. Si tu nous cherches en ligne, on donne pas vraiment... Nos réseaux sociaux donnent pas vraiment l'impression qu'on est une entreprise innovante, proactive, humaine, qui donne un accueil très chaleureux. Là, je fais un pitch de vente. Non, mais faut le croire pour le croire. Non. Appelez au 8 à 9. Non, mais c'est une blague, mais c'est des réalisations au fur et à mesure qu'on fait dans notre cheminement aussi, de dire, OK, on adore notre entreprise, il y a des gens qui adorent notre entreprise, mais si on continue juste comme ça, à se tuer à l'ouvrage, bien, c'est pas nécessairement périn dans le temps. Ouais. Fait que, tu sais, une option, c'est d'aller chercher plus de clientèle. Là, on a grandi aussi avec des framboises, puis on cherche, tu sais, on a d'autres projets aussi d'agrandissement. Les idées de projets ne manquent pas. Mais c'est ça, avec Alexandre, on parlait justement d'optimisation de processus qu'on peut faire grâce à la technologie, qui nous sauve beaucoup de temps, puis qui peut rendre l'information plus facilement accessible pour des gens qui voudraient nous connaître. Tu sais, je te donne deux exemples. Ouais, parce que je sais comme pas trop, tu sais, qu'est-ce qu'on peut ou pas dire, hein? C'est ça qui arrive. Tu peux pas nécessairement donner tous les détails, mais c'est quoi un peu les optimisations? Bien sûr, ouais. Non, mais par exemple, quand la saison allait s'ouvrir il y a 2 ans pour la bleuetière, moi, à l'inverse, qui connais presque par cœur tous les mécanismes de visibilité en ligne, j'ai pris mon bel appareil photo et j'ai été faire une 30aine de photos de la bleuetière. Donc, je les ai mis sur Google My Business Page. Là, donc, pas besoin de site, pas besoin de page Facebook. Et là, j'ai reçu une notification la semaine dernière comme quoi ces photos-là, avec celles de chez Guigui, j'ai fait pareil. Elles ont eu 50 000 vues. Parce que je me suis dit, quitte à rendre un petit service facile, ça va être ça, quoi. Donc, justement, ce passé, c'est un peu ces savoirs pratiques. Ouais. Nous, on vit que de ça. Moi, je connais le phénomène inverse où « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir le département marketing de votre entreprise ?» Parce que notre apparence en ligne elle est complètement inversée. Elle paraît une grande entreprise. Il y a un beau site internet et tout. Alors qu'en fait, on est une demi-personne qui a un autre temps plein ailleurs pour financer sa start-up. Mais ça, c'est vraiment des petits gestes pratiques à se transmettre. Et l'autre, ça serait quoi ? Par exemple, on est en train de voir pour automatiser des petites tâches comme gérer l'inventaire, où nous, on a plein d'intelligence artificielle qui nous aident à réaliser des petites tâches dans notre quotidien de technophile. Et on se rend compte que... Ils sont très transférables. Ça pourrait, c'est ça, dans votre domaine, ça fitterait, non? Et en minutes... Alors, on ne parle pas d'heures et d'heures d'investissement et des grandes rencontres de réflexion. C'est plus une barrière psychologique de se dire ces outils existent, on peut les transférer. Mais ouais, je sais c'était quoi le deuxième bon exemple. C'est quand on a comparé tes bleuets à mes abonnements. C'est-à-dire que moi, je parlais que ma première entreprise a eu du mal à se financer. Oui. Et on s'est bien connu que dans le monde agricole, c'est difficile de dégager des marges. Ouais. Beaucoup de bonheur, beaucoup de valeur. Mais l'envers de blague. Et il n'y a pas longtemps, moi j'ai réalisé quand j'écoutais Émilie parler que pour elle, les bleuets, c'était pour moi les abonnements. Moi j'ai dit que c'était 39 par an. Donc c'est pas beaucoup non plus.
surtout qu'on dessert que le Québec francophone. Et c'est là qu'on a commencé à comparer nos modèles d'affaires et se dire, en fait, on a à peu près la même structure, on a quelque chose qui attire les gens parce que c'est de qualité, c'est un prix raisonnable, mais on n'a pas cette capacité à dégager des marges et donc de pouvoir réinvestir dans une nouvelle dimension de l'entreprise, un nouveau produit et autres, quoi. Et c'est fou le nombre de parallèles qu'on arrive à créer au final quand on assoit deux métiers qui en apparence sont complètement différents. Effectivement, c'est ça. Là, on dirait que c'était un peu défaitiste, mais en fait, quand on s'est rendu compte que les abonnements puis les bleuets sont similaires, c'est pour dire que ça, c'est notre produit d'appel, mais qu'il faut être créatif à dire ou d'autres. On a déjà des gens qui sont dirigés vers nos entreprises pour ces produits-là. Donc, ou d'autres, est-ce qu'on est capable de créer des revenus supplémentaires qui répondent encore à la mission, mais qui sont peut-être plus faciles, qui demandent peut-être moins de travail ardu pour une marge plus intéressante. Si nous, par exemple, on ne veut pas augmenter, on l'augmente un petit peu à chaque année, mais on ne veut pas augmenter drastiquement le prix des bleuets. Donc, c'est ça. Je vais même ajouter une troisième exemple. Les bleuets, les abonnements, et dans le cas de Decathlon, en fait, ceux qui travaillent pour l'entreprise connaissent le terme les produits bleus. C'est quand même un code secret pour savoir quels sont les produits d'appel. Et notamment, quand on ouvrait un magasin, les premières 48 heures, en général, on offrait un sac à dos à $5, qui est bien sûr pas du tout un produit où il y a la moindre marge, parce que c'est un produit d'appel. Mais en fait, on identifiait par pays une centaine de produits d'appel. On les mettait en tête de gondole pour qu'ils soient tous visibles quand on passe dans l'allée centrale. Et chaque produit d'appel invite quelque part à rentrer dans une allée pour la découvrir. Et donc cette métaphore-là de se dire, mais c'est juste que nous, quand on lance une entreprise, on dirait qu'on a tendance à commencer par un produit d'appel, mais on ne l'appelle pas comme ça. Ouais. C'est comme la valeur de rendre quelque chose accessible, que ce soit les bleuets ou les abonnements. Puis on oublie des fois qu'un bon modèle d'affaires, c'est bâtir aussi une offre qui sait financer l'entreprise, attirer du monde et l'avoir en complémentarité. C'est un peu la réalisation qu'on est en train de faire, quoi. Puis tu sais, c'est partir une business, c'est une chose, mais c'est la promouvoir. Puis tu sais, c'est souvent, malheureusement, moi j'ai travaillé en agence pendant plusieurs années. Là, aujourd'hui, je fais de la gestion de médias sociaux, qui est mon entreprise principale. Puis je me rends compte, souvent, surtout en agence, ce que je me rendais compte, c'est que les entreprises, ils se partaient en affaires, ils se faisaient faire un beau branding, tout est sharp, tout est... Mais ils ont comme gardé pas beaucoup d'argent pour la mise en marché, pour comme le marketing, pour... Comment, non, c'est ça, là, on a tout mis notre budget là-dedans, mais on a comme on n'a pas un gros budget pour la promouvoir. Ouais, t'as beau avoir la meilleure business au monde, si personne n'est au courant, c'est comme t'as manqué un gros morceau. Là. Oui. Puis nous, 4 ans plus tard, c'est la première année qu'on se dit, bon, il est comme temps qu'on se fasse connaître parce que tout le monde qui vient apprécie vraiment notre entreprise. Là, puis je suis convaincue, là. C'est même pas un pitch de vente, je suis convaincue. Surtout que tu as un nouveau produit, là, t'en parles pas. Puis cette année, on rajoute des framboises qu'on a plantées l'année passée. OK. Puis on les fait sous abri, fait que ça va être possible de venir cueillir même quand il pleut. Ah, ça, c'est cool. Oui, puis on a choisi une variété qui a vraiment un bon goût, un bon calibre. Fait que justement, là, on rajoute une autre culture avant les bleuets. Ça va être encore plus important. Même si c'est pas notre force. C'est bon, là, les framboises. Ouais, même si c'est pas notre force. Puis il y en a beaucoup moins aussi des producteurs de framboises autour. C'est beaucoup avant, les bleuets versus Non, on s'attend d'avoir mi-juillet. OK. Mais ça va être important de se promouvoir. Tu sais, le bouche à oreille ne sera pas suffisant pour que tout le monde qui veut cueillir des framboises et des bonnes framboises sache que maintenant on a des framboises. Tu sais. Fait que c'est ce travail-là aussi de se dire comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui devraient recevoir le message, qui sont assez proches, qui veulent en cueillir, l'aide d'une certaine façon. Je te donne un autre exemple de geste technique qu'on s'est transféré. Mais Émilie, elle me parlait que la veille des très belles journées comme celle-ci, des fois, on a un besoin de cueilleurs parce que on sait que les bleuets vont pas rester bons longtemps. C'est quoi? Pourquoi? En fait, non. Là, c'est juste... des fois, le champ... Tu sais, la production dans un champ n'est pas toujours la même. Il y a quand même un pic de saison. Puis souvent, les habitués, ils viennent tout le monde en début de saison, là, les premiers 10-14 jours.
le champ fournit pas pour la quantité de gens qui viennent. Puis après ça, on tombe dans le pic où est-ce que tout est bleu. Tout est beau. Puis tout est beau. Mais il y a moins de monde. Il y a moins de monde parce que tout le monde ça. voulait venir en début de saison. Le monde était pressé. Ben le monde, ils veulent venir. Ils ont l'impression que s'ils cueillent les premiers bleuets, il en manquera pas. Mais c'est correct, là. Oui, ils ont hâte. Ils ont hâte aussi, puis ça la donne peut-être avec leurs vacances, peu importe. Fait qu'il y a un travail pas juste de faire, pour nous, de pas faire rayonner notre entreprise de manière stable, mais d'être capable de, rendu à la 14e, 15e journée de notre saison, de dire, ben là, tu sais, ceux qui sont déjà passés, c'est beau, mais tous ceux qui ont oublié, auxquels on vous a pas rejoint parce qu'on n'avait pas besoin de vous rejoindre avant. Ouais, c'est ça. On avait assez de monde, là. On avait assez de monde. Mais pour tous ceux qui sont en retard, là, c'est là que ça se passe. Mais tu sais, il y a quand même une gestion de communication de réseaux sociaux qui est peut-être de base, que peut-être plusieurs entreprises connaissent, mais je pense que je suis peut-être pas toute seule dans mon bateau à se dire, moi, je sais que je gère bien mon entreprise agricole, mais je fais de l'agriculture en ce moment, puis un peu de transformation alimentaire. Mais ma gestion d'image, de marketing, de réseaux sociaux, c'est c'est tous des côtés qui se délèguent bien. Puis en réalité, moi, c'est en agence. Moi, on parle quand même de pandémie. On a parlé une couple de fois depuis le début du podcast. Puis ça m'a fait partir 2 business. Fait que pour moi, ça a eu du bon, évidemment. Mais tu sais, ça a fait en sorte qu'en travaillant en agence, tu sais, je faisais un peu une vigie, puis j'allais voir des sites web, un peu c'était quoi les lacunes, des trucs comme ça. Médias sociaux, même chose. Puis je me suis rendu compte que les médias sociaux, il y avait une énorme lacune, souvent tu sais, il y avait 2 publications par année. Là, je refais tout le temps la blague à dire bonnes vacances de la construction, puis on est fermé pour le temps des fêtes. C'était quasiment les publications principales sur plusieurs pages d'entreprise. Fait que je me suis dit qu'il y a une lacune de donner de l'info puis d'être intéressant, d'être pertinent pour être attractif en réalité. Fait que c'est comme ça que je me suis partie en affaires, mais ça se délègue super bien. Il y a plein d'affaires dans une entreprise, comme tu dis. Je suis dans un champ, je suis en train de faire mes affaires. Ouais. J'ai pas le temps en ce moment, en pleine saison, d'être devant les médias sociaux. L'avantage au niveau des médias sociaux, ce qui est cool, c'est que tu peux planifier des publications. Fait que, quand tu as un petit lousse, tu peux te dire, OK, parfait, là, je vais prendre là, une couple d'heures là, dans ma journée, là, puis je vais me clencher une couple de publications que je vais préprogrammer. Fait qu'au moins, tu sais que ça va partir tout seul. On se croise les doigts, ça arrive qu'il y a des lags, là, mais souvent, ça fonctionne. Fait que, il y a quand même certains outils comme ça qui sont utilisables. Puis pour nous, je pense qu'il y a un côté qu'on regarde avec Alexandre d'optimiser ça dans le sens comment est-ce qu'on peut faire que l'énergie qu'on met dans chaque publication soit faite au bon moment, de la bonne façon. Ouais. Pas juste entretenir nos réseaux sociaux à un rythme de 3 fois semaine. Non, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut se dire on les fait de manière efficace, qui nous prennent le moins de temps possible pour rejoindre la clientèle qu'on veut rejoindre. Puis là, je fais comme un petit... on en parlait tantôt. Je fais comme une petite parenthèse. Puis ça rejoint d'autres choses qu'on essaye de faire en agriculture. Je trouve qu'il y a comme... il y a des gens qui veulent produire chez eux qui font tout vraiment naturel, puis c'est vraiment beau. Mais ça prend énormément de temps de faire de la production très comme v'là 100 ans. Fait que je pense qu'on essaye, nous, dans notre modèle d'affaires, de faire le plus possible un hybride entre... tu sais, toutes nos pratiques sont bio, sont bonnes pour l'environnement. On fait vraiment attention à nos pratiques, mais on essaye vraiment d'optimiser ce qu'on met en place. Entre autres, là, c'est là que je parlais d'innovation. Là, je fais un parallèle. Cette année, on fait l'acquisition d'une tondeuse autonome. Parce que, ça paraît ridicule, les gens ne le voient pas, mais tondre nos entre-rangs, tu sais, entre chaque rang de bleuet, il y a de l'herbe. Effectivement. Puis c'est beaucoup d'herbe qu'il faut tondre vraiment souvent. Puis quand on passe trop proche de la saison, de passer avec la tondeuse régulière fait tomber beaucoup de fruits. Oui, il y a ça, c'est vrai. Hein? Puis, fait que c'est comme un petit détail, un peu comme la gestion de notre image, qu'on se dit on veut faire ça en le moins de temps possible. Puis là, on fait l'acquisition d'une tondeuse. Puis les entreprises à proximité qui font la vente de ces outils-là, au début, étaient réticents à vouloir nous vendre la tondeuse parce qu'ils disaient, on l'a pas faite pour cette application-là encore. Okay. Tu sais, une tondeuse, on n'est pas sûr que ça va marcher. C'était comme un gros risque pour eux. C'est un terrain carré. Oui, là, puis c'est pas une petite surface, ça sera pas à fil, c'est à GPS, tu sais.
Fait qu'il y avait comme un... Mais en tout cas, c'était comme un parallèle. Je voulais juste plugger qu'on va avoir une tondeuse autonome parce que je suis excitée. Yay! Mais c'était juste un parallèle pour dire tout ce que dans une entreprise, d'un point de vue extérieur, qu'on peut voir comme standard de l'agriculture au Québec, on imagine que depuis 50 ans, ça se fait de la même façon. Mais non, on peut trouver des façons de se chevaucher avec d'autres domaines. En tout cas, pour moi, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, de se dire... Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Bah attends, on a une autre annonce depuis aujourd'hui. Ah, cool. Excuse. On a Et fait... puis aujourd'hui, en plus, c'est très... J'ai dit à Émilie, il faut qu'on se hype là avant de venir. Donc, juste avant de venir, elle m'a dit, j'adorerais pouvoir monitorer mon inventaire à travers WhatsApp. Donc, Comme peu importe si c'était WhatsApp, mais à travers l'intelligence artificielle, que disons que je reçois une facture, j'en prends une photo, l'intelligence artificielle, disons, lit la photo, puis vient rajouter l'inventaire de ce que je viens d'acheter dans l'inventaire. Ou si mon conjoint, qui fait plus souvent les travaux au champ que moi, utilise 20 poches d'Actisol, qui écrivent « J'ai utilisé 20 poches d'Actisol », puis mon inventaire diminue de 20 poches d'Actisol. Fait que je me suis défié de créer un assistant via intelligence artificielle en moins d'1 heure où tu lui dis tiens, je viens d'utiliser 20 poches d'Actisol, prendre 20 boutures de framboisier qui étaient dans la réserve, et ça met un jour un fichier Excel. Fait que ça m'a pris 30 minutes, et c'était la première fois que je faisais ça. Je suis sûr que j'avais d'expérience sur d'autres sujets, et puis 0 ligne de code. Fait que là, autant pour la tondeuse, où c'est toi qui as fait l'effort de passer cette barrière psychologique. Non, je peux l'utiliser chez moi. Là, on a des technologies qui peuvent vraiment soulager la vie des petits producteurs et ouvrir tout un champ de possibilités sur leur marge. J'aime vraiment la phrase « ouvrir tout un champ de possibilités ». Oh wow, j'avais pas vu ça. le lien de jeu de mots. Écoute, Molière. drop the mic. Mais c'est vraiment cool. Et un autre geste technique, si tu as besoin de cueilleurs le lendemain, là, payer $10 une pub Facebook, c'est pas forcément un truc qu'on pense en tant que petit commerce de proximité. Quand on a un café, on pense pas trop à ces choses-là. Je pense à Guigui. Mais ça marche tellement bien quand le ciblage il est super fin, que c'est pas des gens qui sont sursollicités par les publicités Facebook et autres. Un autre geste technique numérique qu'on s'est écrit pour Émilie et n'importe quel autre commerce de proximité qui voudrait s'en doter, c'est de dire, est-ce que si jamais j'ai un besoin de faire promouvoir mon commerce en dernière minute, je sais comment faire. Parce que autant l'assistant virtuel qui gère ton inventaire, que ta tondeuse, que la pub à $10 sur Facebook qui va t'attirer du monde le lendemain parce que tu as un surstock de lasagne pour Guigui, de bleuet pour Émilie. Moi, dans mon cas, des fois, on enregistre un balado, mais on le décide le matin pour le midi, puis on prend des questions du public via un répondeur vocal automatisé. OK. Donc, c'est comme là, on n'a pas de questions. c'est comme, il nous faut des cueilleurs, là. Et on a le mécanisme. Puis ça marche à chaque fois. C'est $10 sur Facebook, c'est le témoin sur notre site internet qui capte qui vient. Donc, quand les gens acceptent le témoin, ils nous autorisent de les relancer via une publicité ciblée. Ouais. Puis tout ça, ça fait qu'avec $10, on arrive quand même à toucher largement une centaine de personnes. Oui, parce que c'est accessible. Pour faire de la pub sur Facebook, c'est accessible. Comme tu dis, surtout au ciblage. Oui, c'est merveilleux. Fait que je pense que ce qu'on voulait illustrer aussi par notre présence, là, c'est la magnifique complémentarité des entreprises qui, en apparence, sont complètement différentes. Parce que c'est vraiment beaucoup de savoir à transférer et plus des barrières psychologiques qu'il faut investir des milliers dans ton site. Non, ça, c'est plus vrai du tout. Mais c'est que surtout, on est dans une communauté, puis encore, dans notre MRC en général, dans la MRC des sources, les gens sont tissés serrés. Puis encore, j'ai tendance à dire encore plus à Saint-Adrien, c'est vraiment une petite communauté vraiment tissée serrée. Mm-hmm. J'ai l'impression, mon image que je lancerais, ce serait ma laveuse vient de briser, je vais aller faire une brassée chez le voisin. C'est quasiment ça, je trouve. Mais avant de partir, OK? Non, avant de partir aujourd'hui, là, d'habitude, moi, mon conjoint conduit l'autobus scolaire. Il arrive toujours vers 5h05, 5h10, après avoir fini sa ronde d'adolescent. Alexandre arrive chez nous pour qu'on vienne ici. Là,
je dis, on fait juste attendre Edison parce qu'il n'est pas arrivé encore. D'habitude, il arrive tout de suite. Il dit, est-ce que ça serait l'autobus avec le hood ouvert? Que j'ai vu sur la route. Puis là, ben, juste pour parler de voisins, fait que là, en vitesse, ben là, on a parlé de quelques solutions. J'ai appelé une voisine qui est venue, je gardais mes enfants. Oui, elle était comme, je descends pour venir surveiller mes enfants pour que je puisse quitter parce que mon conjoint n'était pas arrivé encore. Oui. Mais aussi, Saint-Adrien, ce que ça nous fait sentir normal d'être entrepreneur. Moi, j'ai fait ma jeunesse puis mon adolescence à Sherbrooke, puis je veux dire, je garde une amitié avec mes amis de Sherbrooke, mais je suis quand même le mouton noir de ma famille, de mes amis. Ta gang. Okay. Parce que mon entourage a plus des emplois standards, disons. Mais à Saint-Adrien, j'ai l'impression qu'on est en dominance des entrepreneurs. Puis oui, il y en a qui travaillent à l'extérieur, mais il y a un gros bassin d'entrepreneuriat pour 500 personnes, j'ai l'impression. Bien, en fait, c'est que quand tu es en région puis tu veux vivre de ta passion, souvent, il faut que tu crées ton propre emploi. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui explique un peu le fait que les gens veulent vivre en région. Ils ont décidé du lieu où est-ce qu'ils veulent vivre, puis ils veulent vivre de leur passion ou d'un intérêt. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'ils créent leur propre emploi. Ouais. Je continue sur le compliment de la MRC. Parce que moi, à Vancouver, j'ai été fasciné par l'industrie du cinéma. Il y avait Pixar à Vancouver à l'époque où j'y étais. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens de ce monde créatif. Puis ils m'ont confié que Vancouver, qu'on appelait entre nous Raincouver, parce qu'il pleut, c'est une des villes avec Londres où il pleut. T'as raison. Et en fait, mais par contre, les étés sont absolument extraordinaires. Et ce contraste entre journée morose, pluvieuse, ou à la limite être devant son ordi à exprimer ses émotions dans un film, ça va super bien avec l'été qui nous enrichit, qui nous ensoleille. On fait notre photosynthèse et les journées pluvieuses, on exprime notre créativité. Pourquoi je dis ça? Parce que après, à Montréal, nous, c'était la ville, tout va vite. Il faut s'acheter un chalet. Faut avoir quelque chose de complémentaire à ce déséquilibre que nous donne la ville. Puis bingo, les dirigeants de l'équipe Décathlon, on avait un petit chalet où on allait secrètement se reposer au calme en nature, mais ça coûte cher, ça. Tandis qu'à Saint-Adrien, moi, j'ai l'impression d'avoir un équilibre incroyable entre travailler fort, travailler créativement. Et je fais jamais des journées au-delà de 9h, 17h. Quoi. C'est comme une vie équilibrée. Fait que pour moi, l'entrepreneuriat en région, c'est pas qu'il est sous-valorisé, mais c'est tellement fertile d'être un entrepreneur en région parce que l'environnement nous donne un équilibre qui nous rend à notre meilleur. Puis j'ai même envie de dire qu'il y a une force multiplicatrice qui est en train d'apparaître, qui est pour moi la technologie, parce que la technologie, quand tu l'utilises à bon escient, elle multiplie nos idées, elle multiplie notre reach, notre productivité et autres. Et donc, j'ai un peu l'impression qu'on peut être, pas la Silicon Valley, mais presque, parce que je trouve ça dommage que, par exemple, nous, quand on télécharge la main verte, il est écrit fièrement fait à Saint-Adrien, là, c'est très drôle, parce qu'à une époque, il fallait écrire fait à New York, fait à San Francisco, etc. Mais nous, il écrit fait à Saint-Adrien. Puis, c'est pas que je regrette, mais j'ai comme la vision que dans 10 ans, on pourrait créer beaucoup de magnifiques entreprises qui ont un impact soit planétaire, soit local, provincial, fédéral, peu importe. Mais grâce à cet équilibre qu'on a en région, tu sais. Puis ça a peut-être moins un lien avec ce que tu viens de dire dernièrement, mais par rapport à avoir des entrepreneurs proches, moi, je sens que ça nous permet d'avoir autant de proximité avec plusieurs entrepreneurs. Ça donne une facilité d'entreprendre. Nous, l'année passée, on a agrandi avec le champ de framboises qui est sous des abris, donc il fallait construire des abris. Ouais. Il y avait de l'excavation, il y avait du transport de dernière minute. Donc, tu sais, excavation Pellerin, transport CEPRO, Vincent Marcoux, Pelletier-Picard. C'est toutes des entreprises qui se mobilisent, avec qui c'est agile, avec qui c'est facile de dire à un, je sais qu'il faut que tu coordonnes. Peux-tu coordonner directement avec l'autre personne parce que moi, je veux pas être l'intermédiaire, puis de faire confiance à tout le monde. Puis ils se connaissent tous. Oui. C'est facile. Oui, puis c'est des gens en qui on a confiance. Moi, je travaille à un autre emploi, fait que, tu sais,
j'allais déposer mes enfants à l'école, je montais la côte à notre champ, à être sûr que tout, tu sais, qu'il n'y avait pas de questions. Puis après ça, la journée filait, puis on était capable d'agrandir sans être sur place pour certaines parties du projet. Là. Ouais, c'est ça. mais je trouve que c'est une richesse d'avoir des gens qui ont choisi d'entreprendre en région, que tout le monde se connaît. Puis c'est ça. Puis si on ne connaît pas quelqu'un, on sait qui appeler, qui va être capable de nous référer l'autre personne. J'accroche le même micro. C'est pas grave. Tu sais, je sais qu'on est fiers des entrepreneurs de la MRC, mais je trouve qu'on pourrait être encore plus fiers. Oui, absolument. Je ne vais pas dire oublier le passé parce qu'il crée énormément de valeurs humaines et écologiques ici, mais vraiment dire on a un terreau fertile à l'entrepreneuriat, puis venez entreprendre de la région, surtout depuis qu'on a Cooptel. C'est un petit détail, mais moi, quand je suis arrivé à Saint-Adrien, on n'avait pas Internet dans le rang. Oh! Qu'on a dû prendre ExploreNet d'abord, donc là, je ne pouvais pas travailler. Ensuite, il y a eu Starlink, qui était très cher et pas idéal parce que bien des raisons. Puis là, depuis genre 2 ans, on a Cooptel, mais c'est comme par hasard, c'est là que j'ai pu vraiment être un entrepreneur. Ça fait une bonne différence, ouais, c'est ça. Mais oui, là, j'ai l'impression que je peux dire aussi un détail humain sur l'entrepreneuriat. Pour nos popsicles, on prend du sirop d'érable. Puis mon chum, c'est comme un moment où j'ai envie de révéler un secret qu'on ne pourrait pas dire ailleurs. Mon chum, il passe en autobus devant la ferme. Il dépose les enfants du producteur de sirop d'érable. Okay. C'est rendu que quand on a besoin de sirop d'érable, je l'écris, puis il les ramasse en même temps. Il ramasse par expédibus, il les envoie dans le transport scolaire. Mais that's it. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais, mon chum était comme, non, tu peux pas vraiment dire ça, mais je trouve ça tellement plaisant puis magnifique de pouvoir entreprendre comme ça. Puis je suis d'accord avec Alexandre que c'est plein de détails que là, disons, là, j'ai dit qu'on ramène notre sirop d'érable en même temps que déposer les enfants après l'école. Mais qu'il y a comme quelque chose de vraiment beau qui est peut-être pas mis en valeur de ces interconnexions-là entre tous les entrepreneurs. Puis que peut-être, en ce moment, on a des entreprises qui rayonnent individuellement. Comment est-ce qu'on peut faire rayonner ça ensemble? En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de beau à faire voir ou pas. Ça peut rester notre secret. Mais, tu sais, en tant que... Tu peux compter sur moi. Oui, c'est ça. Mais en tant que chambre de commerce, notre rôle, c'est un peu ce maillage-là aussi. Tu sais, puis Rebecca, on la remercie souvent. Tu sais, Rebecca, qui est notre coordonnatrice, qui fait une job exceptionnel. Puis, tu sais, je parle en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de la chambre de commerce. Puis en mon nom avec mon chapeau d'entrepreneur, ma casquette d'entrepreneur aussi, tu sais, on est au courant de ce qui se passe, on est plugué avec tout le monde quasiment, tu sais, avec beaucoup d'entrepreneurs, puis on est capable de mettre les gens en lien. Tu sais, puis honnêtement, la chambre de commerce a une grosse, on se pète un peu les... Ben oui, on a le droit de se péter les bretelles une fois de temps. Non, mais je trouve que c'est important de le mettre de l'avant. En tant que chambre de commerce, on a plusieurs rôles. Puis un de nos rôles, c'est de faire rayonner nos entreprises membres surtout, évidemment. Mais c'est aussi les gens nous appellent. Tu sais, je vis tel enjeu, je veux faire telle affaire. C'est souvent, là, c'est la chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources, pour le nommer au complet, qui appelle pour dire, écoute, Reb, j'ai tel besoin, j'ai tel défi, tel enjeu. Selon toi, à qui je devrais parler? As-tu quelqu'un à me référer? Puis, honnêtement, souvent, elle a pas mal la réponse. Fait que, tu sais, c'est une grosse force quand même qu'on a en région. Puis, les entrepreneurs sont ouverts, sont disponibles. Puis, moi, pour vrai, je suis super fière d'avoir mes entreprises ici. Je ne me partirais pas en affaires ailleurs. C'est vraiment... moi, je suis native aussi d'ici. Mais tu sais, je suis allée rester quand même pendant quelques années à Sherbrooke. J'aurais pu me partir en affaires à Sherbrooke parce que moi, ça fait longtemps. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs en réalité. Mon père est entrepreneur depuis... Je n'étais même pas née. Là. Je venais de naître à peu près. Donc, un peu avant ma naissance. C'est parti en une agence de marketing. Puis, j'ai tout le temps gravité au travers de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai toujours eu envie un jour de me lancer en affaires. Je ne savais pas nécessairement en quoi. C'est sûr que tout ce qui était marketing, publicité, ça m'intéressait, mais je ne savais pas nécessairement si c'était pour être là-dedans que je me lance. Mais ça fait en sorte que je me suis lancée ici. Je suis revenue en région, je me suis lancée ici, puis je suis super fière. Oui. Je suis revenue. Pas à Saint-Adrien, par exemple, Val-des-Sources. Tes clients, ils sont dans la région, en dehors de la région? Majoritairement dans la MRC.
Oui, vraiment. Puis, c'était voulu au départ, dans le sens que je fais pas... Je pourrais faire du démarchage quand même plus loin, mais je me concentre beaucoup ici. Si j'ai des demandes, quoi que ce soit, des fois, ça sort un peu de la MRC quand même. Je n'ai pas d'enjeu à ce niveau-là parce qu'on s'entend qu'avec ce que je fais au niveau des médias sociaux, je peux travailler avec des entreprises de n'importe où, en réalité, à moins que... puis même à ça, même si je dois aller faire... Genre, je crée du contenu vidéo. Fait que là, il faut que je me déplace, mais encore là, c'est une belle facilité. Puis c'est drôle parce que quand tu parlais tantôt de contenu au niveau des médias sociaux, bien justement, si... pendant l'été, tu es dans le champ, puis si tu es à l'aise aussi, hein, c'est toujours un peu ça. Ouais. Mais tu sais, justement, d'être devant ces genres de contenus qui fonctionnent très bien. Oui. Ouais. Puis, ben justement, c'est ça, on en parlait l'autre jour, on a un projet de commerce de proximité qui s'en vient, hors agricole, mais ça va être un projet qui va nous demander beaucoup de cheminement. Puis justement, je suis en train de dire à Alexandre qu'on devrait le partir en faisant du contenu par rapport à ce cheminement-là, parce que je pense qu'il serait intéressant qu'on ait quelque chose à dire, une histoire à raconter au fur et à mesure que nous, on le vend. Mais il y a comme, on parle de barrières psychologiques aussi depuis tantôt, de faire un site web, les barrières psychologiques à utiliser la technologie. Il y a encore une barrière psychologique qui n'est pas brisée de se mettre devant la caméra. Mais peut-être que cet été, ça s'en vient, là, la briser. Mais je trouve ça intéressant aujourd'hui, le lien qu'on fait avec tout le monde. En tout cas, on a, par rapport à la visibilité, l'utilisation des réseaux sociaux, l'image dans le monde Internet, comme je l'appelle pour mes enfants, là, je trouve qu'on a une conversation intéressante, c'est le fun. Est-ce que c'est des grands consommateurs? Vous avez toutes les deux une famille, en fait. Toi, tu as deux enfants. Toi, pareil. Même affaire, deux enfants aussi, quand même en bas âge, là, en fait. Tout à fait. Toi, c'est deux. Tu as dit 2 et 6? Non, 5 et 6. 5 et 6. OK, 5 et 6. 5 et 6. 4 et 11 mois. 4 ans et 11 mois. Oh, 11 mois. Okay. T'as un bébé, toi. Ouais, écoute. Ça fait quand même... Ça change, tu sais. Puis comme... C'est un enjeu quand même, c'est un défi quand tu te pars, tu es en entreprise, tu es un entrepreneur, puis que tu as une famille aussi à élever au travers de ça. Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile de votre côté ou rendu à 5 et 6, ça doit participer un peu plus l'été? Oui, je dirais que ça dépend des tempéraments de nos enfants. Oui. Puis de leur désir, ils aiment beaucoup faire la caisse. C'est... quand il n'y a pas une longue file d'attente, ça va. Oui, quand ils commencent à avoir 5-6 personnes... C'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. On dit, bon, là, pour aujourd'hui, c'est maman qui va compter. Puis, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau. Moi, mon plus vieux est très entreprenant. Donc, il apporte aux conversations. On a toujours, nous autres, on est copropriétaires familiales. Donc, ils entendent toutes nos conversations, nos défis. Il nous sort des idées. Des fois, elles sont bonnes. Puis, on a beaucoup de plaisir à échanger avec nos enfants. Puis justement, nous, on n'utilise pas beaucoup la technologie à la maison, mais à l'école, ils ont des amis qui utilisent YouTube, puis tout. Puis là, mes enfants reviennent à la maison. « Maman, on pourrait devenir des YouTubers! » Oh my God! Le nouveau métier 2025. Non, tu sais, là, je suis en dilemme personnel de si tu laisses ça, je laisse mes enfants participer à mes contenus, parce que je suis sûre qu'il serait plus intéressant si c'était mes enfants qui faisaient les contenus que moi. Donc... c'est un dilemme que je vais continuer d'avancer dans ma tête, mais j'aurais pas de misère à les solliciter. Et tu me fais penser à quelque chose avant de répondre, mais pour moi, c'est tellement important que les jeunes de la région, assez tôt, soient exposés aux bienfaits de la technologie avant les malfaits. Ouais. Et je me casse la tête. David, que tu as reçu David le mois Savoie. dernier, je m'entends super bien avec lui. Il ne le sait pas, mais je vais lui proposer d'essayer de penser à une activité pour que les jeunes puissent découvrir les bienfaits de la technologie, mais il faut qu'on la pense ludique, bien orientée, plutôt créer quelque chose d'utile comme de la valeur sociale ou avant l'addiction. Oui. Et puis, on a un relais de développement économique parce que c'est un sujet qui est important pour la région, l'éducation des jeunes tout autant. Et je trouve qu'après avoir réussi à créer des liens avec les entreprises non technophiles de la région pour mettre les bienfaits de la technologie, assez vite, il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que nos jeunes sont exposés à leurs bienfaits ? Quelles sont les opportunités économiques si on utilise bien la technologie? Parce que tu en es la preuve vivante, il y en a beaucoup, mais est-ce que l'accompagnement est bon et autres, quoi? Tu vois, pour moi, c'est important parce que nos enfants sont en train de grandir, ils vont bientôt aller à l'école. Puis on a
déjà, entre guillemets, besoin de penser à quelle va être leur aspiration, leur destinée, leurs opportunités économiques, Absolument. leur formation. Et là, tu vois, je suis un peu à court d'idées sur ce qui se passe dans la région. Je connais le Gym 21, tout ce qui s'adresse aux adultes, mais pas ce qui s'adresse aux enfants. Sur le thème de la technologie, par exemple. Appelle Rebecca. Peut-être qu'elle a une réponse. Ouais. Je sais pas, non, mais je dis ça comme ça. Honnêtement, je suis embêtée, personnellement, mais bon, on va Tu se... vois? on en est à la question. Il y a un sujet quand même. Hein. On a un sujet. Parce qu'en réalité, la technologie auprès des jeunes, c'est... Je le vois chez nous aussi. Là. Je veux dire, moi, ça consomme quand même de la technologie. Puis le problème, c'est que des fois, ils partent à un bon endroit, mais ils bifurquent. Là, ils pognent une autre tangente, puis ils se ramassent en quelque part où c'est du contenu qui n'est pas adéquat. Là. Ben, en tout cas, il n'y a rien d'épouvantable, mais je veux dire, c'est un peu comme se mettre les doigts dans le prise de courant. Là. Ça sert à rien, puis c'est juste pas bon. Là. Mais je pense qu'on a l'avantage pour tous nos jeunes qui vont avoir grandi avec ça. Fait que je pense que si on leur présente les outils, puis à quoi ça sert, puis qu'est-ce que ça peut faire maintenant, en tout cas, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre de si nouveau que ça qui peut apparaître. Non, ouais, c'est ça. Je me dis, on est peut-être arrivé à un certain plateau pour un certain temps dans lequel on est capable d'éduquer justement sur qu'est-ce que la technologie peut apporter, quels sont les métiers reliés à la technologie. Moi, mes enfants, maintenant, adorent les livres audio. Puis, pour eux, ils reviennent de l'école, ils ont besoin d'un moment calme, ils savent aller chercher leurs livres audio pour les écouter. Tu sais, il y a plein d'outils différents. Faire son potager, j'invite les familles qui cultivent à ouvrir l'application ensemble de la main verte parce que c'est super. Il y a des beaux petits logos, c'est facile à comprendre. Fait que c'est ça, je me dis que peut-être que bien encadré puis cheminé, il y a une façon Je sais que... d'utiliser la technologie. Il y a les ateliers Pixel à Saint-Georges de Windsor. Elle donne des... Je ne sais pas jusqu'où vont ces services, mais je sais qu'elle donne entre autres des ateliers, mettons, au niveau de la technologie pour des personnes, mettons, plus âgées ou, tu sais, pour montrer juste à la limite, comment prendre des photos, comment envoyer un courriel, comment, tu sais, vraiment utiliser les tablettes de ce monde, les téléphones, etc. Mais, tu sais, je pense qu'elle donne d'autres cours comme ça, mettons, au niveau technologie. Fait que peut-être que ça pourrait justement être une entrepreneur qui pourrait avoir un certain intérêt s'il y a quelque chose qui est développé puis qu'il y a des petits cours comme ça, des formations qui pourraient peut-être être développées au niveau des jeunes. Je sais pas, on dirait que j'ai comme pensé à elle, vite comme ça. Mais écoute, il y en a des ressources. C'est juste de lever la main puis... Et moi, je dirais vraiment à ceux qui nous écoutent, apprenez à vos enfants à coder. Oui, hein? Moi, j'arrête pas de voir ça passer sur mon fil d'actualité Facebook pour les enfants. Je veux dire, ça fait 20 ans que je sais coder. J'ai commencé jeune, je crois, à 12 ans. Mais tous les ans, c'est encore plus vrai. Le pouvoir, la magie qu'on peut créer quand on code. Là, c'est pas vraiment l'addiction dont on parle, c'est la création de valeur. Oui, c'est ça, exact. Quand on sait coder, on peut soulager quelqu'un qui passe des heures depuis 20 ans à faire tel et tel sujet. Puis en quelques minutes, avec les outils des dernières années, on peut résoudre le problème de quelqu'un. Moi, j'ai eu le plaisir de résoudre le problème de l'accessibilité du hockey sur glace, de l'accessibilité du sport et maintenant l'accessibilité de l'accès au potager. C'est-à-dire coder, c'est pas forcément les jeux vidéo, vivre dans un monde 3D. C'est résoudre des problèmes. Et puis, je pense qu'avec l'intelligence artificielle qui arrive, ça va être encore plus vrai. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Ceux qui savent pas, ou du moins pas comprendre l'IA, parce que peut-être que l'IA, c'est le code de demain, je ne le sais pas encore à ce stade. Et ben, on se retrouve, je ne vais pas dire appauvri, mais il y a un risque qu'on rate à côté d'opportunités, tu vois. Ouais. Et moi, je disais à ma conjointe récemment, je suis tellement content qu'on ait eu les enfants à l'époque de l'IA, parce que ça nous a permis de travailler beaucoup moins, quoi. En plus du code, mais ça a vraiment pu rééquilibrer. J'aurais jamais pu lancer le business que je lance maintenant parce que je l'ai lancé quand j'avais 20 ans. C'était exactement pareil, une application dans le hockey sur glace. Maintenant, c'est dans le potager. Sauf qu'à l'époque, c'était 18 heures de travail par jour. C'est ça, ça a changé la donne. Mes employés, c'était mes colocs. Puis c'était pas assez. Tandis que maintenant, entre les informations et la productivité que ça permet, ça donne vraiment des ailes, quoi. Ouais, moi aussi, j'allais justement rajouter que c'est un des avantages de la technologie, c'est justement de pouvoir l'utiliser, mais passer beaucoup de moins de temps
à l'utiliser pour accomplir des tâches. Si on revient à l'exemple de l'inventaire, si moi, je suis capable, quand je suis dans le champ, d'envoyer un message à l'intelligence artificielle qui rentre mes données dans mon inventaire, bien, ça m'évite de devoir revenir à la maison après avoir été dans le champ. Mes enfants sont là, je veux passer du temps avec eux, mais je veux absolument ouvrir mon ordinateur pour aller ouvrir le fichier pour rentrer. Mais c'est que ça évite des oublis aussi. Si en le faisant, tu es capable de transmettre automatiquement l'info. Puis après ça, d'être plus présent dans des moments de famille ou des moments de loisirs. Comme si on en prenait. Qu'est-ce que tu fais comme loisir? Non, on n'en fait pas. Ben, je suis entrepreneur comme loisir. Oui, c'est ça. Ouais. Tu voyages-tu? Tu as voyagé, il fut une époque quand même. Tu as quand même rencontré ton conjoint lors d'un voyage. Est-ce que vous voyagez encore avec les enfants? Ou on vit des petites escapades. On adore le camping et le plein air. Puis avec le rythme de vie qu'on a présentement entre l'autobus scolaire, moi, je travaille pour la municipalité de Saint-Adrien. On a l'entreprise l'été. Quand on peut partir 3-4 jours à une place sans réseau, ça le fait. Ben on ne vise pas des voyages exotiques. Toi, t'as super bien été dans ces mots-là. Voyage à ce point-ci. Puis avec les enfants, c'est vraiment agréable de juste se déconnecter de nos responsabilités quelques jours. Là. Ouais, c'est sûr que les autres aussi apprécient ça. Vraiment. On dort tout le monde mal. Mais on revient... un beau moment en famille. On dort mal, mais c'est le fun. On revient, puis on a hâte de retrouver nos lits. Là. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu codes pas? Mais avant de te poser cette question-là, j'ai une autre question. Tu as commencé à coder à 12 ans. Comment ça a commencé? Mettons, c'est arrivé de où, ça? Je m'en souviens. Je voulais tricher pour avoir autant d'argent que je voulais sur Sims. Oh, je l'avais cheat code, moi, je me rappelle de ça aussi. Sauf qu'il y a une époque, les jeux de société, les jeux de vidéo étaient suffisamment simples où on pouvait aller dans le code, changer la valeur. Puis ça s'est complexifié par le temps, mais j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, donc ça peut aussi amener à des bonnes choses. Mais après, je me souviens, j'ai voulu organiser ma fête des 18 ans, puis je voulais avoir un site internet où on pouvait payer en ligne, parce que j'ai fait une grosse soirée. C'est venu sur des petites choses comme ça. Après, rendre service, j'ai fait des sites web pour des boulangeries. Mais ça a toujours été quelque chose que je trouvais intéressant pour créer de la valeur autour de moi. Wow, fait que c'est de Sims. Pour tricher à de Sims. Non, mais on commence à questionner tes valeurs. On parlait de créativité en tant que parent. Moi, j'ai eu un papa assez créatif, par exemple, pour regarder un film sur le vidéoprojecteur qui est un luxe et qui était encore plus à l'époque, il fallait que ça soit en anglais. Dès qu'on avait un accès à la technologie, il fallait qu'on fasse quelque chose de sain avec quelque part. Là. C'était une des idées où ça m'a mis au contact des ordinateurs, mais sous le bon angle. Quoi. Oui, c'est ça. C'est positif. Ça a fait quelque chose de positif. Sinon, de mon temps libre, là, je viens de passer 10 ans à jouer au hockey sur glace beaucoup, jusqu'à 1 à 2 fois par soir pendant 1 à 2 fois par soir? Oui, vu que notre application aidait les gens à trouver des matchs de hockey. Ouais, elle fonctionne vraiment. Quand les gens ne trouvevaient pas, nous, on se dit, on va y aller. Au moins, on va y croire qu'il y a du monde sur l'application. Le gars n'a plus de vie, il fait juste jouer au hockey. C'est vrai, de toute façon, j'étais comme une vie d'étudiante à Vancouver, là. Mais depuis, je brasse ma bière. J'ai comme une nano-brasserie à la maison. Je fais mon houblon. Aujourd'hui, j'étais à un appel pour essayer d'acheter une machine à torréfier le café. Wow. C'est pas mal autonomie alimentaire. On regarde pour mettre des chefs chez nous. On tripe dans notre ferme. Là. Ah, c'est bien cool. Avec les enfants, comme tu dis. Qui participe, là, 11 mois, pas encore. Non, mais la grande, elle a son programme pour les chèvres. Là. Oui? Ouais, Vous avez des chèvres? Non, mais on y pense. Là. Ah, OK. C'est ça. C'est le projet. C'est le projet chèvre. On est en train de planifier ça. C'est un bon projet. Fait que tu as du terrain en masse, là, des chèvres, parce que dans Laurent, là, il y a du terrain. Il n'y a pas de souci. Ouais. OK, vous habitez un prochain... Non, juste moi. OK. Ça, vous habitez un prochain là. Puis, j'ai une question aussi par rapport au niveau de la bluetière. Est-ce que vous faites de la transformation? Tu as parlé de popsicle tantôt. Oui. Fait que vous faites de la transformation. Moi, les 2 fois, tu as dit ah oui, parce que tu les as goûtés? Ben, certainement, j'ai goûté. Ah oui, hein? Tu as l'air vendu. Les enfants aussi, puis on a adoré notre expérience. Pas vrai? Des bons goûts. D'ailleurs, on est allé plusieurs fois même. T'en avais un au lait de chèvre, d'ailleurs. Dans le fond, ils sont toutes
ça aussi, c'est un apprentissage. Bien, dans le fond, on a un très beau produit en ce moment qui est un popsicle. Il est à base de yogourt de brebis de la fromagerie Nouvelle-France et de faisselle de chèvre. C'est un fromage frais de chèvre qui est vraiment onctueux, qui apporte à la texture du popsicle. Très crémeux, là. Oui, très crémeux comme popsicle. Puis on fait 4 saveurs, bleuet, fraise, framboise, argousier, tous des fruits, soit les nôtres, soit achetés localement. Sucré, miel ou sirop d'érable. Fait que c'est vraiment un produit qu'il n'y a rien d'autre que ce qu'on achète de producteurs locaux. Il n'y a pas de sucre blanc, il n'y a rien d'autre. Puis c'est un produit qu'on adore puis qu'on nous demande de plus en plus. Justement, la semaine dernière, là, il y a eu le banquet des champs de l'UPA de l'Estrie. Ils nous ont demandé des popsicles comme dessert. On était bien fiers. Mais oui, puis on cherche aussi à développer peut-être un autre produit plus conventionnel. On a maintenant un popsicle très niché pour des gens qui aiment les produits locaux à fond. Mais on cherche quelque chose qui va balancer notre offre de produits. Nous, l'objectif, quand on voulait faire des popsicles ou avoir un produit, c'est parce que les gens aiment rester à la bleuetière, vont cueillir, mais un petit module, il y a une table à pique-nique. Ouais. C'est comme un endroit agréable à juste être puis en profiter. Fait qu'on voulait être capable d'offrir quelque chose à manger froid, l'été fait chaud, pour que les gens puissent en profiter. Puis en ce moment, on n'a pas le temps de servir de la crème glacée entre des pesées de chaudière. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est de là qu'est venu les popsicles, mais on continue de considérer qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à l'offre. Fait que est-ce que vous transformez d'autres? Faites-vous des tartes, des choses comme ça? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on fait des popsicles. Les gens, est-ce qu'ils peuvent aller à la bleuetière acheter, mettons, sans cueillir, ou il faut que c'est vraiment... Oui. On vend des fruits déjà cueillis aussi. Parfait. On en a maintenant... aussi, ça a été un apprentissage, mais on en a presque toujours de disponibles en kiosque. Là. Nos employés ont généralement entre 12 et 14 ans qui viennent cueillir. Fait qu'on a appris à bien les gérer pour pas qu'ils viennent toutes 3 journées de suite, puis après ça, pas du tout pour le reste de la saison. Oui, c'est ça. Faut qu'il y ait un petit relais, là, que ça ne soit pas toutes les mêmes journées. Oui, c'est ça. Puis qu'ils se dosent parce que la deuxième année, ils sont venus, puis ils ont tellement cueilli qu'on a dû fermer le champ. T'sais, on avait comme trop cueilli de bleuets par nos employés, puis on a eu de la misère à fournir pour l'autocueillette. Pour les gens qui venaient. Fait que là, on a appris à... On apprend. On apprend. C'est de l'apprentissage tout le temps. Fait que, oui, on a toujours des bleuets, puis là, on va avoir des framboises en kiosque. Nos popsicles, quelques produits d'autres producteurs, puis c'est ça. Mais je dois vous dire que c'est tellement agréable d'aller chez vous parce que vous avez des belles installations. Tu sais, avec les filets et tout, là, c'est vraiment... c'est vraiment agréable. Puis moi, en tout cas, ma mère, c'est une vendue. Là, il va plusieurs fois par été. Là, puis tout. Merci. Fait que, non, je trouve que vous avez vraiment un bel endroit. Merci. Tu viens de rendre... pas authentique. C'est quoi le mot? Je cherche un mot. Véridique. Oui, tu viens d'ajouter de la confiance à notre pitch de vente. Tu mettras un commentaire sur Google. Il a comme acquiescé à tout ce que tu as dit tantôt. Ça vient comme confirmer. Oui, c'est ça, que c'était pas un mensonge. On a un beau spot. Moi, je suis le avis Google en bas de la page web. Oui, c'est ça. 5 étoiles. Tu mettras 5 étoiles. Charles-Antoine Leblanc, 5 étoiles. C'est vraiment une belle C'était un peu le thème de la conversation. Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de vous avoir reçu. Alors, ça n'a pas été si pire. Vous avez pas... Je me suis étouffée 2 fois. Mais tout ça, mais t'es encore là? Oui. Ça, là. Donc, pour ceux que ça leur tente d'être reçus ou ça vous tente de commanditer un épisode, donc il y a un commanditaire que je présente toujours en début d'épisode. Alors, si ça vous intéresse, vous avez juste à nous écrire. Merci. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.